Hello and welcome to the channel where today we are at Éclair TV. On a une émission spéciale sur la guerre et en fait la guerre, des fois on pense que c'est quelque chose d'avant et c'est en même temps d'actualité en ce moment, mais c'est aussi l'histoire du monde et les artistes y ont toujours été confrontés. On connaît surtout les œuvres qui relatent des faits de guerre, c'est-à-dire qui montrent la souffrance des hommes, et parfois il y a des artistes qui sont des artistes un peu, on dirait, en résistance ou qui dénoncent. Alors peut-être on pourrait voir ces actes-là comme des actes qui auraient pu, éventuellement, si ces artistes étaient suivis, empêcher la guerre. En tout cas, c'est un sujet un peu... On se dit, tiens, la guerre est là, mais en même temps, on ne sait pas bien où on veut en venir. Donc pour débattre de tout ça, on a quelques personnes sur le plateau, mais avant, je voulais faire un petit diaporama d'œuvres d'artistes internationaux. Je ne sais pas si en région on est là. Alors ici on a Picasso. Alors c'est peut-être l'œuvre la plus connue du monde, c'est Guernica, c'est dans les années 30. Alors c'est encore une œuvre qui est très connue, c'est Picasso, mais c'est aussi une œuvre qui dépicte en fait quelque chose qui s'est déjà passé, en fait, qui relate de la souffrance de la guerre. On peut aller peut-être à la prochaine œuvre. Ça, c'est une œuvre de Roy Lichtenstein. C'est un pop artiste, c'est l'époque de Andy Warhol. Alors là, c'est une bataille. Alors c'est un petit peu plus léché, un peu plus esthétisé, plus réaliste aussi. Ça, c'est une des œuvres qui m'ont toujours marqué depuis que j'étais petit. C'est Goya. C'est une œuvre, c'est le 3 mai. C'est l'exécution de résistants espagnols contre l'armée de Napoléon. C'est intéressant en ce qui concerne la résistance. Je me demande ici, nous, jusqu'où on peut aller dans notre résistance. Le prochain, alors ça c'est intéressant parce que c'est le bombardement au napalm de l'armée américaine sur le Vietnam, et on voit la souffrance claire de cette petite fille qui non seulement n'a rien, mais qui est même attaquée dans sa chair, sur sa peau. C'est une œuvre qui a fait le tour du monde. C'est un artiste qui s'appelle Huck, je crois. Très connu. C'est aussi assez rare, pas rare, mais disons que la photo est très utilisée sur le terrain, sur le champ de bataille. Mais c'est rare qu'elle arrive à un tel niveau que c'est presque enfin, on ne sait pas est-ce que c'est de l'art ou pas, mais en tout cas, c'est une expression artistique. La prochaine est tirée de la dernière. Ici, c'est un artiste, c'est Banksy, qui va un peu plus loin, c'est-à-dire qui ne se contente pas juste de montrer, mais qui accuse aussi en même temps, parce qu'on a cette petite fille qui est, au bout du compte, accompagnée par McDonald et Mickey Mouse, qui sont le visage gentil, sympa, qui va emmener les enfants à s'amuser de l'impérialisme américain. La prochaine, on en a 12. Alors là, c'est Piotr. J'oublie son nom, tiens, celui-là. Piotr, quelqu'un se souvient de son nom? C'est lui qui a révélé l'affaire du politicien, là. Qui a dévoilé la vidéo. Oui, alors c'est un artiste russe en tout cas, et il a fait cette photo il y a quelques années pour dénoncer l'impérialisme ou le totalitarisme russe. Et dans cette photo, en fait, il se cloue la peau des testicules sur la place rouge à Moscou. Et du coup, on se dit que peut-être que si on l'avait peut-être mieux écouté, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Je ne sais pas si on a une dernière image, et c'est le même artiste qui, lui, pour dénoncer la finance et les travers de la finance, met le feu à une agence de banque, à une banque, place de la Bastille, voilà. Et il est accompagné ou raccompagné par des militaires et des policiers. Pour parler de tout ça, on a un plateau sympathique comme tout. Florence Napri, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Et toi? Ça va? La guerre, c'est bien? J'adore cette façon de poser la question. J'ai pas envie de répondre non, la guerre c'est pas bien, parce que je pense que ça va, enfin c'est pas je pense, on sait très bien que ça va toujours au-delà de ça. On le disait un petit peu hors plateau tout à l'heure, si on des autres cas, mettons le délai. Et malheureusement, on sait que des choses peuvent aller très loin pour essayer de ramener de l'équilibre quelque part. Est-ce que la guerre c'est bien? Tant qu'il y a des pertes d'hommes, on déplore absolument. Puis de temps en temps, peut-être qu'il y a des démonstrations de force qui sont indispensables pour ramener de l'équilibre quelque part. On va revenir sur tout ça. Émeric, Simon,
Ça va? Oui, ça va. Et toi? Fondateur du link de The Link. The Link Free. Oui, The Link FWI. Voilà. Faut bien dire parce que sinon on le retrouve pas sur Google. C'est ça, c'est ça. The Link FWI. C'est ça. Mais toi tu dis Fouille. Oui, The Link Free. En fait, quand j'ai créé le média, moi je disais The Link FWI et comme on est une population créolophone, ben, les gens disent Fouille, Fouille Link. Ben, j'en dis j'en vais. Donc tu penses qu'en fait les gens voient Fouille et Oui. ça, ils ne font pas forcément le Et rapport avec que c'est FWI, que ça veut dire French West Indies en fait. Voilà, et du Ah ouais. coup, C'est juste devenu un mot. et ça fait un jeu de mots avec Free, Free Liberté, voilà. Et les fruits de l'arbre. Ouais, aussi. French foot. Strange Foot. Judith Chakpa, ça va? Ça va très bien, Thierry. Alors toi tu viens d'un pays qui est, je vais pas dire constamment en guerre, mais les militaires sont Très présent. encore là. Oui, Centrafrique. la République centrafricaine. T'es artiste plasticienne. Oui, T'as une expo en ce moment à Artruche. absolument. Donc Qui est voilà. Jusqu'au 31 mars. Venez. Charles Cholem Rousseau, photographe. Oui, Comment ça va? ça va, depuis la dernière fois. C'est ta troisième venue chez nous. C'est une résidence. C'est ça. Je sais pas. J'espère que c'est la dernière. Hein. C'est la dernière. Hein. Pour cette année. Ouais. Jusqu'à décembre 2022. D'accord, 23. 23? Ouais, faut être discret. Trop se montrer. Mmh, Se d'accord. montrer. D'accord. Et donc toi, tu es photographe. C'est ça, Alors c'est intéressant parce que les photographes sont souvent sur le champ de bataille. exact. Photographe, caméraman, etc. Et tu es artiste, mais tu es un des rares artistes de Guadeloupe, ou même presque du monde, en tout cas que je connaisse, qui Alors, il y en a pas mal en Guadeloupe, hein, était déployé. qui ont été déployés. Je sais, il y a un autre photographe, Il y en est-ce a qu'on peut au le moins nommer? un. Je sais pas s'il faut le nommer. Il y en a au moins un. Oui, qu'on connaît. Ouais, y a Il est un déployé en acteur ce moment. aussi. Je sais pas. Et toi, c'est bien parce qu'on a trouvé des photos. Toi, tu étais déjà tout beau avant. Ah bon. Oui, on va regarder. Alors explique-nous, tu es où? Là, je suis. Faut que tu parles dans le micro parce que sinon la régie va pas être contente. Je suis en Irak. Mm. On n'est pas très loin d'As Salman. On a déjà pris la ville d'As Salman d'ailleurs. Pris. Oui, tu prends une ville, y a des combats. tu montes à l'assaut et tu prends la ville. Et on était sur la fin, je pense, près du. Comment il s'appelle ce. Tigre. Le Gange. Non, pas le Le Gange. Tigre. Non, L'Euphrate. l'Euphrate, près de l'Euphrate. Il faut, c'est journaliste ici, là, Ah t'as bah, vu ça? il faut ça. La mémoire flanche. Et dis-moi, du coup là, tu es là depuis combien de temps? Parce que là, tu es déployé en tant que militaire. En fait, tu es militaire pour la J'étais- France, en fait. Ouais, j'étais au 3e régiment d'infanterie de marine. Mhm. C'est l'un des régiments d'élite de l'armée française. Ah ouais. Et qui reprend son origine depuis Richelieu. En fait, c'est les anciennes troupes coloniales il y avait 4 grands régiments français pour le 1, le 2, le 3, le 4. Et on a la responsabilité de porter l'emblème de toute l'infanterie de marine, donc les conditions d'entraînement sont un peu plus difficiles. Et, C'est des vrais soldats, quoi. on part sur toutes les missions françaises. C'est des vrais de vrais. C'est, Les durs. c'est 6 mois dans l'année à l'étranger, c'est sûr. Mm. Tu rentres là-dedans, tu restes pas. Tu fais pas 12 mois en France. Et là, on te voit avec qui? Là, c'était justement près de cette ville d'As Salman, entre l'Euphrate et cette ville, et j'étais au checkpoint. Donc on devait contrôler tous les véhicules. Donc là, ce sont les habitants, les habitants que je les civils. contrôlais, le véhicule qui était derrière. Voilà. Mm. Et là, tu es lourdement armé, là. Là, j'étais léger. Ah bon? Ouais, j'ai qu'un FAMAS. Et c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est une équipement Mais de base. c'est une arme de guerre, hein. Je veux dire, c'est pas... C'est ton outil de travail. Mm. C'est tout. Et donc, généralement, On te forme à ça, en fait. Hein. Quand il y a une guerre, quand il y a un déploiement de la France quelque part, tous les soldats
des régiments sérieux de France sont là. J'espère que c'est nous qui allons partir. Hein. On est demandeurs, on s'entraîne pour ça. Parce que vous êtes demandeur parce que vous êtes mieux payé ou parce que vous voulez vous battre ou parce que vous croyez en la cause? Non, parce que on aime se battre. Les causes, on sait très bien comment. Qu'est-ce qui est en dessous de tout. Hein. Quand j'ai fait 9 ans, beaucoup de déploiements en Afrique. Ah, je pensais que tu avais fait un seul déploiement. Ah non, je t'ai dit, tu rentres là, tu fais pas un an complet en France. Tous les 6 mois, tu as les Non, mais sur le théâtre de guerre, je veux dire, les opérations. Toutes les opérations françaises de 89 à 97, mon régiment est dedans. Toutes les opérations. Et tout ce qu'il y a après... ce sont des théâtres de guerre où vous tirez, où vous bombardez, où vous... Théâtre d'opération extérieure. OPEX. Il y a tout. Donc toi, je voulais pas te poser, je pensais pas te poser la question vraiment aujourd'hui, mais je veux dire, t'as tiré sur des gens? Non, j'ai pas tiré sur des gens. Il va pas dire T'as eu de la chance? Oui, parce que je suis tombé sur des gens qui se sont rendus. Et puis notre but, c'est pas de... Dans le régiment où j'étais, notre but, c'est d'être le plus discret possible. C'est la prise de pouvoir, voilà. Mais pas de tuer les gens. En fait. Pas forcément. C'est ça. On s'est fait tirer dessus, on est riposté, mais voilà, c'est le seul moment où tu ripostes, quoi. Quand tu te fais tirer dessus, quand tu t'es fait, qu'on t'a trouvé. Le but, c'est de ne pas te faire voir et d'essayer de neutraliser l'autre sans coup de feu. Et est-ce que, tu sais, aux États-Unis, surtout après Irak, ça c'est Irak 1 où on voit. Ouais, ça c'est Irak 1. Il y a une très grosse présence de ce qu'ils appellent le PTSD, tu sais, le le syndrome. Post-syndrome. Ouais. Post-traumatique. Post-trauma, voilà. Est-ce que il y a des troupes, il y a des soldats français qui ont eu ça. Moi, j'ai pas eu ça. Chez moi, très peu. En tout cas, pas dans ces conditions. Par exemple, en Yougoslavie, il y a un Guadeloupéen qui, lui, a été pris prisonnier parce qu'ils étaient casque bleu pendant 1 mois par les Serbes. Les gars, tous les jours, pendant 1 mois, ils l'ont tabassé. Parce que noir, il devait être forcément musulman. Quand il est rentré, il était inopérationnel. Il a été déclassé, du moins mis à l'écart, tu vois, parce qu'il ne pouvait plus reprendre. Et tu fais ça pendant 9 ans. Ouais. Et après, photographie. Tu prends ta caméra, ton appareil photo tout de suite. Et je fais 2 ans d'école dans le cadre de ma reconversion militaire. Et est-ce que l'armée t'accompagne dans ça? Oui, l'armée m'a accompagné 1 an. Jusqu'à présent, tu es considéré comme ancien combattant, non? Jusqu'à maintenant, oui, jusqu'à ma mort en fait. D'accord. Oui, une fois que de fait, je le suis. Tu vois. Non mais c'est un statut même, je veux dire, parce que nous on te connaît en tant qu'artiste. J'ai la carte, mais je m'en sers pas. Voilà. J'ai pas d'utilité. Mais je veux dire, s'il y a un rassemblement des anciens combattants défilés, tu peux y aller, être complètement dans ton droit, quoi, je veux dire. Dans mon droit, je peux faire appel aux associations d'anciens combattants, mais je n'ai pas d'utilité. Mais en même temps, tu dis que tu as voulu faire ça parce que tu voulais prendre les armes, parce que là, tu prends les armes pour la France. Tu viens de nous dire qu'en fait, tu ne crois pas vraiment à la cause, mais tu serais prêt aussi à prendre les armes pour ce que tu considères ton pays. Ah oui. Ou à l'époque en tout cas, est-ce que toujours? Parce qu'on a eu l'histoire du gong notamment, il y a Luc Renette que j'ai entendu sur les ondes, il avait une organisation anticolonialiste armée. Où est-ce que tu en es toi maintenant aujourd'hui 2022? J'essaie de prendre les armes avec l'appareil photo. Mais est-ce que tu les prendrais autrement? S'il faudrait les prendre, moi je suis formé pour. Voilà. Pour la Guadeloupe, moi, s'il y a un projet sérieux
de soulèvement. Moi, je suis prêt. Moi, j'apparais, sac à dos, moi, j'ai un dos au moins. Qu'à monter la Dardanelle, pas du tout problème. On va regarder quelque chose un peu plus léger. Au moins, c'est dit. Florence, ça va? Ça va très bien. Ça fait 2 fois que je te demande. Oui, ça va. Du toujours coup, très bien. parce que la guerre, c'est intéressant, mais en même temps, il y a une notion, si tu veux, de résistance Bien dans l'image qu'on a de toi depuis au moins 1 an, enfin un petit peu, depuis déjà avant ça, hein, mais en tout J'espère cas... depuis avant ça. Mais Ouais. effectivement, depuis 1 an, ça s'est exacerbé. Voilà, c'est écrit en gros là. Oui. Et, En rouge. Avec des flèches. et on a trouvé un clip de 2013, je crois, Dans où, on lequel je suis montre résistante. où tu es déjà une visionnaire. On va regarder, c'est marrant. Je sais pas si la régie. Oui. Ah oui, c'est juste ça, d'accord. C'est l'extrait TikTok, c'est ça que... C'est ça, c'est que je me C'est suis ça, dit, tiens, voilà. en fait, elle était là, elle était TikTokeuse avant TikTok. Mais Ouais, et bizarrement, ça n'a suscité aucun challenge, les gens. Challenge. Mais tu vois où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que un peu comme on regardait pour l'artiste russe, c'est-à-dire que l'artiste, il est là, il fait des choses qui passent comme ça, mais c'est un état d'esprit qui font que bon, on prend des positions, même peut-être sans même s'en rendre compte, et au bout du compte, on est un petit peu avant l'heure là. Je sais même pas si toi, tu t'es souvenu que tu avais fait ça avant TikTok ou. Alors, j'ai pas du tout vu ça comme ça, effectivement. Voilà. C'est toi qui mets cette lumière là-dessus. J'avais pas vécu ça Oui. comme ça du tout. Moi, je me suis juste dit, on va s'éclater dans ce clip, et puis c'est tout. Et c'est ce qu'on a fait. Et en général, dans les clips, j'essaie de m'éclater au maximum. Ceci dit, ce que tu me dis fait sonner plein de choses. Je me suis toujours positionnée en tant qu'artiste comme comme porteuse de quelque chose. Voilà, moi j'avais pas envie d'être juste quelqu'un qui détend l'atmosphère ou qui permet aux gens de danser. J'avais vraiment envie de véhiculer des choses qui me paraissaient importantes. Est-ce qu'on peut dire une guerrière? Ben, moi je me suis pas vue comme une guerrière Parce au que j'ai début. une photo mais, où tu as des peintures de guerre. Ah oui, ça aussi, c'est vrai. C'est pas exactement, mais Oui, c'est vrai. on peut voir ça. C'est vrai. Alors cette photo pourrait être controversée aux États-Unis parce que si tu veux, tu es noir, mais tu te peins encore en noir. Ouais. Et ça a un petit rapport avec ce qu'ils appellent, tu sais, les blackface et le menstruel. Ouais. Voilà. Effectivement, il n'est pas du tout question de ça Ouais. là. Mais il y a une Ça vidéo n'aurait pas de juste sens. après. J'ai pris un autre clip de la même vidéo où tu collabores avec une plasticienne, Qui avec s'appelle Anaïs Anaïs. Verspan. Oui, avec Anaïs évidemment. Verspan. Et tout l'intérêt de me peindre moi en noir, c'est que je me retrouve devant comment on appelle ça, une toile noire elle aussi, et que je sers de toile. Voilà, je suis peinte là en noir parce que je sers de toile à C'est ça. Anaïs Verspan. On a l'extrait ici. Quand on voit ça, on n'imagine pas que ça pourrait être sur le plateau de quoi que ce soit. Non, sur le plateau où le thème serait la guerre, Oui, non, quoi, c'est disons. clair. Je pense que c'est- Mais non. parce que la peinture, là, dans ce cas, je trouve, il y a le fait que tu sois un peu camouflé, un peu le camouflage de guerre. Le geste artistique même de l'artiste Anaïs, et il est quand même, on ne va pas dire violent, mais enfin... Oui, mais il est plein il est- d'éclat et d'amplitude, ça Voilà, c'est vrai, c'est ça. effectivement. Et puis qu'est-ce qu'on raconte en rapport avec la guerre et peut-être l'art dans la guerre, l'art c'est comme d'habitude raconter quelque chose, raconter son présent. Il y a plein de façons de raconter la guerre. On peut raconter comment elle est belle, parce qu'il y a des gens qui voient de la beauté dans la... Enfin, c'est pas, il y a des gens qui... Il y a de la beauté dans la souffrance, dans la destruction, dans l'explosion, dans la... Voilà, c'est pas facile à dire, mais c'est un fait. Il y a des gens qui racontent comment ils sont contre la guerre. Il y a des gens qui racontent comment ils ont été engloutis par la guerre. Et le travail des artistes, c'est ça, c'est toujours ça, c'est de proposer des regards différents sur un même élément. Personne n'a la vérité, mais toute cette concordance de prismes différents permet à ceux qui viennent derrière ou ceux qui sont là en même temps, bon, en général ceux qui sont là pendant la guerre n'ont peut-être pas le temps de regarder ça, enfin ceux qui viennent derrière et qui ont envie d'étudier ce qui s'est passé
passé à ce moment-là ont des visions différentes de ce qui a pu se passer à un moment donné. Mais du coup, entre la première vidéo où tu fais TikTok et maintenant, où on te voit clairement comme quelqu'un d'engagé, pas seulement dans sa musique, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Comment est-ce que la TikTokeuse est devenue une guerrière? J'ai toujours été engagée dans ma musique. Mais pas toutes les musiques. Ah si, si, Non, si. mais non, pas tous les morceaux. Ah si, si, absolument, Ah si, bon? si. Ah oui, Mais oui, toujours. un engagement plus, si tu veux, beaucoup féministe, Oui, disons. alors oui, mais en fait c'est pour ça que je vais en venir à Mais ça. la tout ça, ça va première ensemble. vidéo avec où La ta première TikTok, vidéo qui dit pas la guerre. c'est un peu une histoire sentimentale. Ah, Je veux pas dire, c'est du une histoire tout. d'amour. Enfin, c'est Oh, ce que j'ai non, compris, non? Non. Étoiles en moins, c'est une vidéo, c'est un clip qui dit merci. Avant, ça c'était la première vidéo qui dit merci à tous ces gens que j'ai croisés sur ma route et qui m'ont permis d'être moi. Et ce que ça a dit précisément, c'est aie confiance, tu as le droit d'être toi. Donc je crois que c'est peut-être le truc le plus important pour moi, c'est d'apprendre aux gens ou de suggérer fortement aux gens qu'ils ont le droit d'être eux-mêmes. Voilà, et c'est pas si évident que ça. Il y a plein de gens pour qui c'est pas évident. Tu vois la transition entre ça et être mais c'est pour ça que je te dis que à ça l'avant, parce part de là. qu'on t'entend dire que tu mènes l'insurrection même. Oui, voilà, je ne suis pas toute seule à mener l'insurrection. Non, je n'ai pas dit seule, mais en fait. Tu as raison, mais oui, je mène l'insurrection, oui, tout à fait, au Centre des Arts. Donc comment ça se passe? C'était toujours là. Oui, bien sûr, c'est toujours là, depuis le début. Ce que je disais au tout début, c'est que dès que je me suis engagée dans la musique en tant que chanteuse, c'était pour dire à quel point la Guadeloupe est belle. À quel point en Guadeloupe, il y a des talents extraordinaires. Et ce que je fais quand je suis au CAC, c'est dire exactement la même chose. Le CAC, c'est le Centre des Arts. C'est ça. C'est la critique artistique et culturelle qu'on mène au Centre des Arts. Et donc, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais sous une autre forme. Parce que j'assume aujourd'hui d'être passée par l'ANG, qui est un mouvement politique. Donc, j'assume cette position politique que j'avais déjà sans en avoir conscience. Oui, je parle de femmes dans le premier album. Je parle un petit peu après, avec dans la peau de Mano, de violences qui sont faites entre les hommes et les femmes. C'est pas les violences faites aux femmes, c'est les violences entre les hommes et les femmes. Parce qu'il me semble que notre société... La guerre homme-femme. Mais oui, exactement. Mais ça, on fera une autre émission. Oui, je t'inviterai. Je viens avec plaisir. J'estime que notre société est terriblement violente dans tous ses aspects. Oui, il y a une guerre, oui, entre les hommes et les femmes, entre les parents et les enfants, entre les générations. Ça, c'est Willie Lynch. Ça. Là, on rentre encore dans une autre affaire. On rentre encore dans plein de choses. Mais voilà, moi, c'est de ça que je parle quand je fais tout ça. Et quand je vais au Centre des Arts, c'est pour dire, ok, il y a plein de choses à dénoncer, moi je fais quoi? Moi je fais quoi? Parce que dénoncer, justement, tu vois, parce que moi quand je regardais tout ça, et c'est marrant parce que j'ai mis ça sur Facebook hier, j'ai envoyé par WhatsApp, j'ai pas mal de retours, et ce que j'en ressors, c'est que l'action des artistes est beaucoup dénoncée, un peu représentée, tu vois, c'est-à-dire montrer ce qui s'est passé, peut-être prévenir, participer parfois. Et toi, tu te mettrais où dans tout ça? Non, je participe, assurément. Explique-moi la résistance du CAC. Ah oui, ben oui, d'accord. Parce que honnêtement, je la comprends pas. C'est vrai? Ouais. Ah, bah, très bien, mais ça aussi, il nous faudrait une émission entière. Non. Mais la résistance dans le cadre, si tu veux, de la guerre, c'est-à-dire que moi, dans le sens où, en fait, j'ai le sentiment que tu as dénoncé ou résisté, Charles, il disait qu'en fait, c'est très rare de pouvoir prendre un pays, qu'une armée même plus forte puisse prendre un pays, parce qu'en fait, si la population ne veut pas, elle résiste. Je comprends pas comment. Je comprends ça. Je comprends pas comment ça se traduit au CAC. Alors, je sais pas comment ça se traduit au CAC comme ça. Ce que je peux te dire, moi, c'est que on sait, artistes autour de cette table-là, on sait à quel point ça peut être compliqué d'exercer nos métiers et d'en vivre décemment, simplement. Oui, mais quand c'est lié à l'ANG ou à nous, on a le sentiment que c'est une résistance par rapport au pouvoir dominant. Laisse-moi te raconter. Oui, raconte-nous. Pas par rapport. Non, parce que je veux dire pas par rapport aux difficultés économiques des artistes. Alors moi qui suis à l'ANG, quand on décide de faire ça, la réflexion elle n'est pas sur l'ANG. Ah, c'est une décision de l'ANG. Non, à l'ANG tu as plusieurs branches de travail. Prendre le CAC, c'est une décision de l'ANG? Oui, c'est une décision qui part de l'ANG. À l'ANG, tu as des commissions de travail dans la cadence Kilty. Et dans la cadence Kilty, il y a plein de gens qui réfléchissent à ce que c'est que la culture. Au lieu d'imaginer qu'on va inventer la poudre et que tout vient de nous, on commence par rencontrer plein de gens de différents
différents domaines dans la culture. On a des Joël Nanquin, on a des Gilbert Lomort, on a des Christian Boutan, on a des José Toribio, on a des Nathalie Hainaut, voilà, plein de gens qui peuvent nous dire ce qu'ils ont vu depuis des années et des années dans la culture, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a disparu, ce qui mériterait d'être repris. Mais là, tu rentres dans la politique culturelle. Non, mais je t'explique pourquoi est-ce qu'on arrive au CAC. Tu m'as demandé la résistance au CAC, c'est ça que je t'explique. Oui, c'est ça, la Oui, mais résistance. Oui. J'arrive dans ça. On constate donc que depuis des années, les gens répètent les mêmes choses. Pour que la condition des artistes et des acteurs culturels s'améliore. Pour qu'on puisse prendre en compte tous ces gens-là qui font la culture. Tu glisses encore dans la politique culturelle. Je te raconte ce qu'on veut. Ce qu'on veut au CAC, c'est une politique culturelle. Oui, mais c'est pas ma question. Tu fais comme moi à faire Georges Marchais. J'arrive. C'est ta réponse. J'arrive. Et donc, la décision qui est prise de prendre cet endroit qui est complètement à l'abandon depuis des années et qui symbolise le peu de cas qu'on fait en fait des artistes, c'est celle de prendre le CAC. On la prend à ce moment-là dans le cadre de cette cadence Kilty. Et on invite tous les artistes de toute la Guadeloupe à inonder cet endroit-là, à prendre cet endroit-là pour dire qu'eux aussi ils ont besoin d'endroits où travailler. C'est pas nous, c'est pas parce que la décision vient de nous qu'elle n'appartient qu'à nous. Il faut surtout pas qu'elle n'appartienne qu'à nous. C'est pour ça que dans le CAC, tu vas trouver plein de gens qui sont pas ANG et que tu n'entends plus parler de l'ANG quand on parle du CAC, mais de Artistes Résistance, qui est le collectif qui a repris ça. Il n'y a pas que des artistes de l'ANG. Est-ce que c'est de la résistance par rapport à prendre le CAC? Enfin... C'est la question. Hein. Oui, c'est la question. C'est pas obligé de répondre. Non, après, il y a différentes formes de résistance. Oui. Et en l'occurrence, je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe au niveau culturel en Guadeloupe. C'est une poignée d'artistes en général qui mangent, on va dire, entre guillemets. Et c'est une forme de résistance. Déjà une forme de résistance par rapport à la culture extérieure, française en l'occurrence, qui est très présente en Guadeloupe. Explique-moi comment. Parce que j'ai vu beaucoup de Français au CAC. Mais nous sommes... Bref. Non, mais les Français dominants, je veux dire. Mais comme elle y est plus que moi, je pense que... Tu lui renvoies la... Non, ça me pose aucun souci. Effectivement, quand tu rentres dans le CAC, quand tu viens visiter le CAC, tu te rends compte de l'étendue des talents des Guadeloupéens. Mais il n'y a pas que des Guadeloupéens en Guadeloupe. Donc il n'y a aucune raison de réserver le CAC uniquement à des Guadeloupéens. Tu peux signer le papier, je suis Guadeloupéen parce que je suis né là. Tu vois, ça c'est... Hein? Non, mais lui parlait des Guadeloupéens dominants. Oui, non, il parlait d'une résistance par rapport à la culture française. Et effectivement... mais il y a beaucoup de culture française au CAC. Oui, mais il n'y a pas que ça. Et il y a beaucoup de culture guadeloupéenne. Mais c'est vrai qu'il y a une résurgence. Non, mais enfin, je veux dire, si vous êtes dans une... Sauf si c'est pas ça, la résistance, mais enfin bon... Mais vas-y. J'aime beaucoup, vas-y. Je comprends pas la résistance. C'est-à-dire que si c'est une résistance au pouvoir dominant... C'est pas forcément. Ou alors si c'est une résistance au pouvoir économique ou au pouvoir politique. Non, mais au pouvoir politique et économique actuel, c'est-à-dire à l'actuelle gouvernance. Autant on peut mélanger local et national. Oui. Donc si c'est ça, oui. Mais si c'est une résistance qui a le sens de l'ANG ou de nous, c'est-à-dire dans le sens d'une volonté politique d'indépendance. Alors non, parce que là tu nous reparles d'ANG nous, je te dis il n'y a plus ANG nous dedans. Hein. On a lancé ce truc-là. Mais tu peux pas l'enlever quand même. Si. Mais non. Dans la mesure. Alors la résistance, elle est pas dans une résistance. Elle est multiforme, bien sûr. Elle est multiforme dans la mesure où tu vas au CAC, tu découvres plein d'artistes dont tu n'as jamais entendu parler. Ils ne sont pas tous encartés. Ça, c'est une façon de dire clairement, ils ne sont pas tous encartés ANG, voire très peu d'entre eux. Je ne pense pas que Judith soit ANG. Non, j'ai pas de. Non, c'est ça. Et donc, ça fait une résistance par rapport à la population, à qui on va raconter sans arrêt que les artistes, c'est des saltimbanques. Non. Si, bien sûr que si. Beaucoup de gens, bien sûr, pour beaucoup de gens, ça reste ça. Pour beaucoup de gens, les artistes, c'est des amuseurs. Mais toi, par exemple, je sais pas, moi, je connais pas d'artiste qui ait le sentiment d'être méprisé ou dénigré ou vu. Moi, c'est pas le sentiment que j'ai. Mais non, mais ça tu as ce sentiment, toi? Thierry, il y a quand même. En Guadeloupe. Oui. Hein, on parle en Guadeloupe. Une dépréciation globale des artistes. Un mépris de c'est ça, tu dis que t'es artiste. Comment tu peux dire comment des institutions peuvent venir
Non, mais là tu parles de la population. Non, tu peux pas dire la population et parler des institutions. Mais tout ça va S'il y a... ensemble. Non. Ah, Ça va, Mais ça non. va. Si, il y a Non, bien non, un non, ordre non. véhiculien et Exactement. Non, Ah oui, si je ne crois pas parce que je crois pas parce que je pense que la si la politique culturelle du pays n'est pas mis en place, ils mettent pas en place, si les politiques ne mettent pas en place une politique où on va former, valoriser, former les artistes guadeloupéens ou la population guadeloupéenne, parce que tu n'es pas obligé que tous les Guadeloupéens soient des artistes, mais on peut tous leur donner la possibilité d'apprendre, de comprendre. Moi, je pense que c'est une erreur de mélanger la population guadeloupéenne et les responsables politiques. Nous, dans Poulard Faire qu'on organise, avec le monde qu'on a, c'est pas ce que je vois. Mais bon, peut-être que je vois mal. Émeric. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que, par exemple, j'étais 3 mois en France. Là, du mois de décembre, je suis revenu il y a à peine 15 jours. Mais en France, déjà, dans l'Hexagone, l'art est partout. Les enfants font des visites guidées avec leur centre aéré. Il y a vraiment une politique d'initiation et à l'art. Même dans le RER, dans le métro, tu vois des vieilles bobines de films, de vieilles affiches de films. L'art est vraiment très présent en France hexagonale, que ce soit Paris ou Bordeaux, les villes où j'étais en l'occurrence. Tandis que tu arrives en Guadeloupe, c'est pas aussi développé au moment où, par exemple, il y avait le Centre des Arts. Et puis moi, j'insiste sur cette idée de ce que oui, on parle aux politiques, parce qu'eux, ils insufflent un truc qui descend dans la population et qui fait qu'il n'y a aucune raison qu'on respecte les artistes qui ne sont pas respectés en plus haut lieu. Et quand on travaille au Centre des Arts et qu'on est dans la résistance, c'est pour dire que ça ne nous plaît pas comme vision. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Eh bien, on offre au public la possibilité de voir autrement les artistes. Et ça a changé beaucoup de choses. Tu me dis, je suis étiquetée militante et tout ça, parce que je dis des choses qui font que les gens se disent que on va revenir. On va regarder ce que tu as fait au Centre des Arts. Tu vas nous expliquer. Est-ce qu'on est avec nous? Dis-nous ce que c'est. Je pense qu'on a 3 ou 4 photos, pas beaucoup. Ok, là c'est un peu sculpture. Je suis en train de coudre, je suis en train de travailler. C'est une œuvre qui n'est pas encore exposée, mais qui est en cours. Il me faut aller la finir. C'est Germe. Ça s'appelle Germe. Voilà. Et là, elle n'est pas encore installée, mais en tout cas, ça donnerait ça. C'est sa progression. Ah, donc elle n'est pas aujourd'hui encore installée, donc on n'a pas une image finie de l'œuvre alors, pour notre plateau? Pas installée. Là, l'œuvre est finie, mais elle n'est pas encore installée. Et qu'est-ce que c'est? C'est Germe, c'est ma réflexion sur la germination. Ça part de la nature, donc la graine qu'on plante et qu'on alimente en fait avec tout ce qui lui convient, et ça lui permet d'avoir un environnement où il est lumineux et voilà, une personne bienveillante. Voilà, donc c'est un peu mes créneaux et mes points de développement. Donc oui, Germe, qui devient une lumière, cette fleur, une petite boule là comme ça, parce que elle est bien alimentée. Charles, j'ai besoin que tu voulais dire quelque chose. Non, je regarde, c'est très beau. Et donc, en fait... En plus, ça va très bien de pair avec le Centre des Arts, où les idées germent et... Voilà. Bien sûr, il n'y a que des génies là-bas, c'est pour ça que je... Oui, je rapporte ma graine aussi. Émeric, du coup, en tant que journaliste, toi tu vois un peu, tu as une idée un peu d'ensemble de tout ça. Est-ce que, moi, il y a une chose qui me choque toujours, c'est que le ministère de la Culture est aussi le ministère de la Communication. Tu vois? Et dans la guerre, et on parlait de une des artistes qui t'a marqué, c'est Mme Pioche, j'oublie son prénom. Bien sûr, Manuela Pioche. Manuela Pioche, et cette invisibilité qui pour moi est un peu faite à dessein, même si ça ne se voit pas, quoi, tu vois, par le pouvoir dominant. Et ça se fait à travers la communication. Oui, mais... et la possibilité du ministère de la Culture de rendre visibles certaines personnes, certains artistes, et peut-être moins certains autres qui aillent moins dans le sens. Et la relation avec la guerre est pas claire, mais dans la guerre, tu as toujours un gagnant et un perdant, et c'est pas le perdant qui écrit l'histoire. Et comment dans un pays où tu as les artistes en résistance, où tu es quand même dominant, comment la presse
doit agir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Par rapport à ce que tu disais, pourquoi les deux ministères sont assez liés, il faut savoir que l'art, depuis la préhistoire, a été l'adage des hommes de pouvoir pour transmettre la communication. Plus encore à partir de la Renaissance, tout ça, l'art a été vraiment une visibilité, le moyen pour l'Occident de montrer sa grandeur, etc. C'est pour ça que pendant très longtemps, et jusqu'à présent, les deux ministères sont très très liés parce que la communication, c'est une forme aussi artistique. Par exemple, on va utiliser des photographes pour... ça s'est fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Staline utilisait des photos, voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et des sculptures, et des statues pour montrer la grandeur de l'Union soviétique, ou même Hitler le faisait. Et Saddam Hussein, tout le monde l'a fait, tous les grands... Napoléon. Que ce soit démocrates ou dictateurs, ils ont utilisé l'art. Ouais, c'est vrai. Parce que tu fais pas mal, tu as fait quelques entretiens d'artistes. J'en ai fait pas mal. Oui. Comment tu choisis tes questions? Parce qu'au bout du compte, c'est l'arme du journaliste, c'est ses questions. C'est les questions qu'il décide de poser ou de ne pas poser. Ça dépend, comment je choisis mes questions en fonction de la personnalité de la personne. Évidemment, je me renseigne, même en temps normal, avant de rencontrer quelqu'un, je me renseigne sur la personne. Mais, donc du coup, je ne vais pas faire une question bateau par exemple, Judith, je vais connaître son univers. Bon, je la connais depuis longtemps maintenant, mais je vais connaître l'univers de Charles. Maintenant, j'ai appris qu'il est ancien militaire, c'est des trucs à piocher, quoi. Et en fonction de ce qu'il propose comme expo, plus son parcours, je vais lier les deux trucs, en fait. Voilà. Mais est-ce que, quelque part, on a le sentiment que chez les artistes, tu vois, il y a un discours d'un côté, et puis dans les œuvres même, la résistance n'est pas très très présente. Ça dépend. Mais oui, mais justement, c'est... Ça dépend. Moi, je prends des artistes tels que, je sais pas, Jean-Marc Hunt ou même Joël Nanquin. Ce sont des gens qui montrent qu'ils sont dans une résistance. Je ne veux pas revenir sur l'histoire de Joël. Ça se voit. Mais ça se voit sur leurs œuvres. En quoi? Ils mettent en avant parce que tout le passé colonial, généralement leurs thématiques sont très portées sur le colonialisme, la domination occidentale, l'homme noir, sa résurgence, son retour, tu vois. Donc ça se voit quand même sur certaines œuvres que ces artistes sont des artistes engagés. Et même Judith, quand elle met en avant ses masques, c'est quand même une pan de la culture des cultures africaines, parce qu'il n'y a pas qu'une seule culture africaine. Dans un seul pays d'Afrique, il peut y avoir 50 ethnies. Donc, voilà. En parlant de Judith, on va regarder un tout petit clip de la République centrafricaine, où tu es né. Oui, c'est bien là. Oui. Alors, je sais pas. Ah, voilà, c'est là. Se faire accepter par une population méfiante. Et il faut surmonter la barrière de la langue. Très honnêtement, j'utilise un traducteur sur mon téléphone. Moi, j'étais un peu surpris de la façon dont il sympathisait avec la population. Mais t'as vu ce qu'on lui donne à la petite fille? Poupée blanche. Oui. Normal. C'est logique. Je vois pas pourquoi ça te choque. En fait, il faut savoir. Et c'est même pas l'armée, c'est les casques bleus. C'est les casques bleus. Oui, c'est ça. L'ONU. Ouais. Mais il faut savoir que dans toute guerre, et ça c'est depuis Jules César, il faut sympathiser avec la population pour l'avoir dans ta poche, et avant qu'il y ait ce qui se passe en Ukraine, une insurrection contre une armée étrangère qui vient. Les poupées. Ah ben, faut les poupées. Une grande histoire, les poupées. On sait très bien. Ça mais dans un théâtre de guerre. Non, mais même, oui. On connaît tous le truc de la poupée blanche, la poupée noire, laquelle est méchante, mais c'est la noire, laquelle est moche, c'est la noire. Donc de toute façon, pour séduire les petites filles, oui, on va leur offrir d'abord des poupées blanches. Et c'est une résistance que de décider d'offrir des poupées noires avec des cheveux crépus. Ou de montrer leurs agissements. Aussi. Parle-nous de la Centrafrique. Comment on dit la Centrafrique, la République centrafricaine? Les deux se disent, Centrafrique ou République centrafricaine. Tu es né là? Je suis née à Bangui, oui. T'as vu les soldats? Oui, j'en ai vu.
j'en ai vu. Des Caxebeux et d'autres, ouais. Qu'est-ce qu'il en reste? Aujourd'hui, j'en sais pas, mais je pense que ça dégrade de plus en plus le pays, ou en tout cas, ça améliore pas. Les instabilités sont toujours présentes. Je suis pas certaine qu'il y ait une constitution qui soit réellement écrite. Appliquée surtout. Non, mais écrite parce que mon père, il travaillait à la constitution. Donc, c'est-à-dire à travailler à une nouvelle constitution. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de président non plus et il y a certaines instabilités où il y a des présidences temporaires, on peut dire ça comme ça. Donc oui, tout est un peu en construction. Moi, pour ma part, où le regard que j'en ai, c'est reconstruire la Centrafrique. C'est plus stable en Guadeloupe? Pour le moment, oui. Oui. Je pense que la présence française ne s'applique pas de la même manière, donc c'est vachement plus tranquille en France, en Guadeloupe. Oui. Est-ce qu'on ne résiste pas de la même façon? Déjà non, et puis on n'a pas les mêmes moyens en fait de résistance. Je pense que l'avantage qu'aussi ont les Guadeloupéens, c'est d'être à la fois français, et ça parfois je pense que ça les aide à tirer un peu leur épingle du jeu, contrairement aux Centrafricains qui, combien de fois ils sont colonisés, sont désignés encore comme des Centrafricains. Ils ne sont pas assimilés aux Français. Donc, ouais. Et c'est bien ou mal? C'est une mauvaise question, mais bon. Bien ou mal, j'en sais strictement rien. Je pense que c'est bien que chacun puisse se reconnaître de son identité, de sa patrie. Ça ne me dérange pas que les Français soient français, que les Centrafricains le soient aussi. Par contre, oui, ça me dérange qu'ils viennent qui se voient spolier, tu vois, de leur culture, de leur richesse. Moi, j'ai eu beaucoup de conflits en Centrafrique. Pourquoi? Pour les ressources minières. Il y a plein de gens qui peuvent en parler. Il y a eu des détournements de diamants, qui a commis aussi beaucoup de crimes, c'est-à-dire au niveau des meurtres, des choses qui sont des barbaries qui étaient atroces. Pendant ces temps-là, il y a des femmes qui sont violées, mais avec des objets et d'autres choses. Donc, oui, c'est des nouvelles. Quand aussi j'entends certaines nouvelles, c'est un peu plus policé, contrairement à ce que la population vit là-bas. En Guadeloupe, tu te protèges un peu de tout ça? Je me coupe, je m'éloigne et ouais, je suis un peu en distance de tout ça. Et en même temps, l'artiste Chakpa est né en Guadeloupe? Complètement, ouais, complètement. Donc tu es un peu une réfugiée politique chez nous? Mais j'étais pas venue pour des raisons politiques, donc du coup, je me classerai pas ainsi. Mais oui, pardon. Donc oui. Et qu'est-ce qui reste de ça dans ton travail? Dans mon travail, je pense que... Est-ce que tu veux oublier la violence? Parce que c'est une violence latente, même si, en fait, toi, tu as été confronté, mais tu n'as pas été kidnappé ni blessé. Non, jamais. Jamais. J'ai eu la chance d'être vraiment très protégée et entourée à chaque fois. Donc non, c'est pas ce que j'exprime. Après, la violence ou la guerre sont pas mes credos de communication ou de partage. Par contre, du coup, j'aimerais bien rappeler les valeurs humanistes. Et c'est ce que je pense qui est né ici, c'est cette présence ou ce contact avec un peuple de la diaspora, d'être en contact avec ça. La première fois, en fait, quand j'ai quitté la Centrafrique, j'ai eu à habiter en Europe et précisément à Perpignan. Donc j'étais vraiment dans un bain très occidental, blanc, quoi, voilà, et j'ai eu évolué là pendant longtemps. Chose qui m'a jamais posé de problème parce que je suis d'une famille qui est très mixée, donc la binationalité je connais et du coup les différentes cultures aussi. Par contre, j'y ai vécu là des années, peut-être plus de 10 ans de ma vie. Et lorsque je suis arrivée en Guadeloupe, mon constat était il y a des Noirs. Genre, mais non, mais vraiment, quoi. Je suis allée au bureau, à la poste, dans différentes administrations, et c'est des Noirs qui me servaient, qui me répondaient, quoi. Et donc, déjà, ça a été déjà un premier choc. Non, mais c'est vrai, c'est pour dire qu'en fait, c'était une vision dans laquelle j'étais occultée. C'est-à-dire, autant j'étais enfant, j'ai grandi, je suis née en Centrafrique, j'ai fait mes premières écoles, mais une fois que je suis venue en France, c'était à part. Oui, c'était la France, et à part ma famille, qui en plus, elle est mélangée. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de Noirs, et en plus, j'étais à Perpignan, donc. Limite, j'ai l'impression que on était les premiers Noirs là, quoi. Donc, ma mère dans la rue lui demande, vous les avez adoptés les enfants? Non, pour elle, non, leur père il est noir, tu vois. Donc c'est des questions comme ça où tu te dis bon. Et donc après un temps, du coup, je sais pas si je pourrais dire je m'acclimate, mais en tout cas voilà, je comprends que le spectre il est comme ça. Quand j'arrive en Guadeloupe, oui, c'est un bol d'air pour moi de me dire ils sont noirs, ils sont comme moi, ils me ressemblent, etc. Après ça a été dans le langage aussi, donc d'entendre certains mots dans la consonance, je retrouve des mots de Sango. Donc ça me parle, j'aime énormément. C'est ma langue maternelle. Oui. Voilà, c'est la langue nationale. Combien de fois le français est reconnu aussi, et on a différents autres patois, mais le plus courant est le Sango, que je parle d'ailleurs. Et donc je retrouve en fait dans la langue créole certains mots, certaines résonances qui en fait vibrent en moi. Du coup, j'aime parler créole et je le partage. Et je pense que de là en fait ces interrogations en fait on peut me dire mais qu'est-ce que moi je sais de mon Afrique finalement et qu'est-ce que j'ai à partager parce que voilà et en fait c'est ce qui m'a appelée parce que même dans mes travaux les premières expositions que j'ai eu fait ou pour moi une que je considère comme étant très importante et en fait elle m'a amenée à parler de la notion de créole.
par exemple. Et donc le créole, on en a dans différents endroits aussi d'Afrique, par exemple le Cap-Vert parle créole en l'occurrence. Et après tout dépend aussi la définition que l'on pose à créole. Donc quelque part, moi je suis un peu créole aussi. Et du coup, j'ai voulu de parler du salako, ou en tout cas travailler à partir du salako. Donc même ça fait ressurgir différentes mémoires en moi, et surtout des mémoires que je nommerais d'ancestrales. Voilà. Est-ce que aller chercher chez ses ancêtres, etc., et si tu es entre le présent et les ancêtres, tu fais un saut, tu passes au-dessus d'une grande partie quand même de notre peuple. Est-ce que l'artiste, Charles, peut vraiment faire l'économie de son histoire récente? Qu'est-ce qui reste de la guerre dans ton travail, par exemple, de photographe? Tu as été confronté différemment que Judith, tu vois? Il n'y a pas grand-chose, oui. Mais peut-être sur le travail des groupes APO, l'audace, le fait de ne pas avoir peur d'être absorbé par un groupe APO qui arrive sur toi, qui déboule, et tu restes là et tu bouges pas et tu restes au milieu et tu fais tes photos. Tu vois? Il y a la peur, la peur est présente dans le déploiement. Il y a pas dans les déploiements. Tu as eu peur? Ouais, tu as peur, bien sûr que tu as peur. Quand tu sais que ça va cartonner, bien sûr que tu as peur. Après, c'est l'adrénaline, c'est tout. Là, poum, t'es bien. Mais c'est marrant, on a l'impression que tu aimes ça, en fait, la guerre. Mais l'adrénaline, c'est vrai. C'est super, quoi. C'est kiffant. C'est super bon, quoi, l'adrénaline. Est-ce que, comme Machiavel aussi, Machiavel dit que la guerre est le seul moyen qui permet à l'homme ordinaire de devenir un homme extraordinaire? Est-ce qu'il y a il y a un peu de ça aussi? Il y a ce dépassement de soi, bien sûr, pour ne pas mourir déjà. Et c'est une autre... Quand tu es en compagnie de combat, tu penses pas trop à toi, en fait. Le but, c'est vraiment de sauver la peau de tes camarades. C'est pas ta peau que tu dois sauver. Si tu essaies de sauver ta peau, tu vas mourir. Si tu essaies de sauver la peau de tes camarades, tu vas rester en vie. Parce que chacun veille sur l'autre. C'est la notion de solidarité, ouais. Et c'est ça qui est bien. Et c'est une sensation que tu peux pas découvrir autrement. Si les parachutistes, les gens qui font du saut, des sports d'extrême, quand ils sont en petite équipe comme ça, eh ben, c'est la même sensation. Charles, il est prêt à reprendre les armes, je veux dire, son FAMAS, etc. Vous, artistes en résistance, vous êtes prêt à aller jusqu'où? Je ne peux pas parler au nom des artistes en résistance, je pourrais essayer de parler. Mais tu es le leader, tu mènes la résistance. Je suis porte-parole d'Artistes Résistance. Effectivement, non, mais la question de prendre les armes se pose pas, elle ne s'est pas posée dans ces termes-là. En tout cas, les armes et tout ça, oui, je sais, et c'est pour ça que je ne peux pas t'y répondre comme ça. Je sais ce que moi je suis prête à faire. Je sais que quand je me suis engagée dans ça, j'ai prévenu mon fils que peut-être que sa mère se retrouverait en prison. Il a quel âge? Il a 7 ans. Donc moi, je pensais... 7 ans? Bah oui, mais il fallait que je le dise, parce que je pensais vraiment que j'allais me faire arrêter pour Il comprend ça? Mais ça peut arriver. Bien sûr que ça peut arriver. Enfin, moi, je l'ai vécu, donc oui. Oui, voilà. Tu as vécu? Mon père en prison pour ses opinions politiques ou les choses qu'il défendait. Donc oui, on peut venir et te mettre en prison parce que tu es engagé et que tu veux défendre des causes qui paraissent nobles et qui peut-être le sont aussi, en fait. En Guadeloupe? Pourquoi pas? Bien sûr. Pourquoi pas? Oui. Bien sûr. On en connaît des gens qui ont fait de la prison. Oui, il y en a qui ont fait de la prison. Pas pour des opinions politiques. Je peux finir ma phrase. Pas pour un engagement artistique. Pour des non, c'est quand même important. Oui. Parce qu'il y a une différence entre l'artiste
qui crée une œuvre d'art et qui se fait arrêter sur la base de l'œuvre qu'il a créée, et quelqu'un qui est artiste, mais qui a une opinion politique dissidente, comme celle de médecins, d'un avocat, qui en réalité, dont l'opinion dissidente ou anticolonialiste n'a rien à voir avec le fait qu'il soit artiste. C'est pas la même chose. Si la question est sur mon engagement artistique, moi, je suis prête à aller, je vais jusqu'au bout, moi. Donc tu prendras un FAMAS? Oui, je prends ce qu'il y a à prendre, mais si c'est de l'engagement artistique, ça veut dire que je vais le faire sous la forme artistique. Non, voilà, c'est pas ça ma question. Voilà. C'est pas ça ma question. C'est sur la forme de Charles Choulem Rousseau. S'il faut aller absolument faire la guerre pour faire entendre un truc, j'espère bien que je ne vais pas me retrouver dans ça, mais si c'est la seule façon... Je reviens vers toi, Émeric. Est-ce que moi je pose la question, mais je sais pas, est-ce que tu es résistant? Peut-être tu n'es pas résistant, non? Moi? Où est-ce que tu te places dans la guerre? Ça peut être... Enfin, ça dépend de quel bord on se trouve. D'accord. J'ai posé la question à pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui ont répondu. Il y a un psychologue de Martinique qui, en substance, dit chacun sa place. Alors, je sais pas si on l'a sur l'écran. Elle s'appelle Cathy François. Elle me dit: je pense que chacun sa place et que l'artiste peut se servir de ses pinceaux comme d'une arme. Les soldats se battent avec des armes à feu, les artistes se battent avec leurs pinceaux ou leurs crayons. C'est ça, moi c'est à ça que je répondais. Est-ce que ça veut dire chacun s'occupe de ses affaires et les vaches seront bien gardées? Ah, moi c'est pas comme ça que je vois ça. Moi je vois ça véritablement comme à chacun ses aptitudes pour défendre ce qui lui tient à cœur. Je pense que si j'ai un FAMAS entre les mains, je vais assassiner personne et je risque précisément de détruire tout le régime en moi. Donc ce serait pas une bonne idée. En revanche, avec ce que je sais faire, je dis, je dénonce, je parle et j'essaie de faire bouger les choses. On verra ce que ça va donner. Si ça se trouve, ce n'est que dans des décennies qu'on va voir que ça a servi à quelque chose, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça bouge déjà des choses chez nous. Voilà, donc c'est pas chacun son business, c'est chacun ses aptitudes. J'ai une prof de maths qui dit: je pense que l'artiste, outre ses facultés et compétences en art, dans son art, est un être humain comme les autres. Donc s'il éprouve le besoin et l'envie de prendre les armes, eh bien oui, il peut. Alors moi je lui dis: mais est-ce que c'est pas en contradiction avec la nature et le rôle de l'artiste, un peu ce que tu dis? Vous n'êtes pas obligé de commenter sur tout. Hein, mais... Le rôle de l'artiste, c'est pas forcément... Il y a plein d'artistes qui ont pris les armes. Hein, pas parce que tu es artiste que tu sais qu'écrire, tu sais que penser, tu sais qu'être assis... Si ton pays est attaqué, tu vas pas prendre tes pinceaux. Tu as ta femme, tu as tes enfants. Ouais, aussi. C'est pas une obligation. Il y a une armée étrangère qui vient... Je dis pas: attends, pause, je vais prendre mon crayon, je vais faire un petit croquis, tu peux violer ma femme, mon enfant. Tu vas te battre. Fais comme chez toi. Ah non, c'est clair. On a une responsable de presse aussi qui écrit en plusieurs fois. D'abord, elle dit: oui, excellent, j'adore. Je lui dis: what do you think? Elle me dit: je n'aime pas les armes. Alors je lui dis: mais personne n'aime les armes. Personne n'aime les armes. Et elle dit: ah bon? Et donc elle me répond: ah bon? Oui. Et je dis: ah, c'est vrai, c'est intéressant. Mais parce que toi, par exemple, tu aimes bien ça, en fait. C'est pas tout le monde qui n'aime pas les armes au bout du compte. J'aime bien les armes, mais pas forcément pour les tirer sur quelqu'un. J'aime bien les tirer sur des cibles. On voit ça, hein, il y a des comment on appelle ça, les balles-trappes qui ont ouvert un peu partout, des espaces de gens qui se font des petits combats, il y a la lumière qui s'allume, le paintball. L'être humain aime ça, se battre, en fait. Tu vois, un petit garçon, il aime la compétition. Un combat, c'est aussi de la compétition, tu vois. C'est comme un jeu d'échecs, tu vois. Il y a une stratégie à mettre en place pour gagner l'autre. Comme un match de foot, comme un match de volley. J'ai notre amie Martine Fazer qui nous dit de quoi parle-t-on, la grosse artillerie. Elle dit: l'arme artistique laisse plus de traces que la meurtrière.
que l'arme meurtrière. Moi, je trouve que c'est très bien. Tu sais, ça Et donc, impacte les consciences. Si tu veux, c'est l'idée que je vois, c'est qu'en fait, elle dit que la guerre détruit quand l'art, en fait, construit. En même temps, il n'a pas tort. Quand on regarde au départ Guernica, on en parle encore aujourd'hui, le moment où ça a eu été fait, ça retrace quelque part un moment de... Mais je ne sais pas si ça construit grand-chose, Guernica. Peut-être pas dans la construction, mais en tout cas, une paix plus durable. Peut-être que ça permet encore de réfléchir et d'avoir une conscience sur les événements du passé, que genre, on veut plus de guerre. Et surtout que Picasso a été innovateur, enfin, dans le sens où il montrait déjà ce que la Seconde Guerre mondiale allait faire. Ouais, il y a un peu précurseur quelque part. Mais en même temps, les cruautés de la guerre sont les cruautés de la guerre. Seconde guerre, Première guerre. Quand tu vois l'Ukraine aujourd'hui. Oui. Quand tu vois pas, tu oublies ou tu en as pas conscience. Donc là, ça va. Exactement. Quand on voit pas. J'ai une question. Depuis que l'humain fait ou les artistes créent et dénoncent la guerre, pourquoi il y a encore de la guerre? Par contre, il y a un business derrière. Peut-être parce qu'on sert pas, on sert à rien, ou peut-être parce qu'on nous dessert. On parlait tout à l'heure, donc la relation avec nos gouvernements, les politiques. Ou peut-être ça serait pire s'il n'y avait pas ça. Oui. J'ai une prof d'art plastique qui dit, si ma question c'est l'artiste peut-il prendre les armes, ou doit-il se contenter de ses pinceaux? Elle dit, bon sujet, maintenant à toi de trouver les artistes capables de tailler leurs pinceaux en flèches empoisonnées. Ah ben moi c'est pas mauvais. Non mais moi j'avais pensé autrement parce que du coup le pinceau peut être une arme selon comment tu le tailles, tu vois, et tu vises la jugulaire. Bien sûr, ça peut faire mal. Mais j'ai trouvé que c'était un peu violent. Mais en fait j'ai eu cette vision. Je me suis dit bah oui, en plus selon les pinceaux, t'as même pas besoin de voilà. Mais tu places bien. C'est très. Alors ça fait pas des traces aussi durables comme il y a dit, certes, mais ça peut être. Oui, mais là elle fait quand même allusion aussi au courage des artistes. À toi de trouver, genre il faut les chercher, les artistes capables de tailler leur pinceau. Oui. Bon, encore une fois, on revient à chacun fait à sa mesure. On espère toujours qu'il y aura. La guerre, c'est le moment pour un homme ordinaire de se révéler extraordinaire. Bon, ben c'est ça. C'est aussi l'occasion pour un artiste de transcender. T'es machiavélienne aussi, alors du coup. Oui, tant qu'à faire. Quand tu parles de guerre, il vaut mieux. Il vaut mieux. Alors, et puis on a aussi est-ce que c'est Martine Fazer encore une fois? On a un dernier. Bisous Martine en passant. Oui, Martine, bonjour. Elle a pas mal participé. Les artistes ont le génie de pouvoir masquer leur création et d'y introduire des messages codifiés. Et l'œuvre n'est pas toujours là où on l'attend. Manière de la protéger aux yeux des vainqueurs. Je ne dirais pas masqué, mais bien sûr. Bien sûr que les artistes ont la possibilité de mettre plein de messages qu'on ne va pas forcément voir, en tout cas pas du premier coup. Mais ce qu'elle dit aussi, moi je trouve intéressant, parce qu'elle ne dit pas ça. Elle dit que dans les œuvres, il y a des choses qui sont un peu cachées. Ça, je peux comprendre, c'est sûr. Je dis oui. Mais elle dit une manière, c'est mal écrit, il manque juste le mot, une manière de la protéger aux yeux des vainqueurs. Et moi, en fait, je pense beaucoup à Charles, qui lui est un soldat. Et en même temps, je pense à Madame Pioche. Parce qu'en fait, il faut des gens pour protéger les œuvres d'art. Oui. Physiquement. Oui, c'est vrai. Parce que sinon on les voit pas. Enfin, moi, je vous partage ma conclusion. Moi, je pense que dans l'art, il y a beaucoup les choses suivantes, c'est dénoncer, je l'ai déjà un peu dit, dénoncer, présenter, prévenir, participer, jusqu'à prendre les armes. Peut-être c'est une question difficile à dire. Une chose est sûre, c'est que la première victime du dominant, c'est la culture, c'est-à-dire du gagnant. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne sais pas comment faire pour y échapper. Moi, ce que ça m'évoque, c'est toutes les fois où, en temps de guerre, on vole les œuvres d'art des perdants. Et on tue les intellectuels et les artistes. Les dominés. Ou parfois c'est détruit. Hitler l'a très bien fait. On les tue parce que précisément, il y en a plein qui sont en mesure d'affiner leurs pinceaux et leurs plumes
pour dénoncer, pour dire et pour mettre à mal le pouvoir. Mais le pour pouvoir pour détruire un peuple, c'est de détruire sa culture. Ouais, c'est ce que les Occidentaux ont fait en arrivant en Afrique ou en Amérique avec les Amérindiens. Ben, ils prenaient leur totem, ils prenaient même les bibliothèques ancestrales en Afrique. Et l'empêcher même de pratiquer leur rite. En fait, Le simple fait qu'on te dit de... Oui, dans des trucs grandioses, et puis il y a des façons un petit peu plus sournoises aussi de faire taire les artistes à plein d'endroits, et de les empêcher d'être, et donc de dire le pays et de faire exister le pays. Il faut qu'on parte. Déjà Oui. C'est que Dernier c'était une mot. belle conversation. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Mais non, un mot sur le débat. Ah, tu pas dit dernier mot. Dernier mot, The link, oui, pas de problème. Non, pour À part ça, c'est oui, sur un le super sujet, C'est un super bon débat, très large. Malheureusement, il manquait de temps pour vraiment aller en profondeur. Non, mais est-ce que tu as un dernier truc à dire sur le je sujet? l'ai dit, là. Oui. Oui, mais bon. Du coup, ouais, c'est un super bon échange. Voilà. Ouais, merci pour ce moment. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de traces qui sont faites en fait par rapport à la guerre pour marquer. Moi, par exemple, je voulais partager le festival Visa pour l'image. Moi, par contre, c'est un festival que j'ai eu à assister qui m'a beaucoup retracé la guerre et qui m'a même peut-être, pourquoi pas, suscité l'engagement. Mais tu pourras revenir pour en parler. Ou pas. Mais avec plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, mais merci, c'est gentil. Non, mais j'aime bien. Je l'aime. C'est juste pour faire la polarité. Le mot de la fin, comme on te revoit pas avant 2023. Bonne continuation, Thierry. Donc il faut ou il faut pas prendre les armes? Avant de prendre les armes, il Ça va, faut ça sert. enterrer les haches de guerre. Ça, c'est vrai. Faut apprendre à se servir de l'arme, moi j'aurais dit, mais c'est pas mal. Il a l'expérience, donc j'accepte ce qu'il a dit. C'est vrai. Pour Des l'instant, fois, tu prends pas les armes. Ah, moi je prends les armes depuis qu'il y a un Non, les combat. armes, les armes. Ah, même. Je vais apprendre. Je vais aller apprendre au point de Tu vas chef. avec Charles? Oui, moi je veux bien si tu donnes des cours. Ouh, oui. Alright. Moi aussi j'aime bien me battre en fait. Mais c'est bon, c'est simple. Thank you very much. I will see you next time. Bye bye.